Bonjour tout le monde. La dernière fois, nous avons commencé à travailler donc sur ce cours et nous avons défini un petit peu le cadre général. Le cadre général de ce cours. Donc, nous avons dit qu'il y a des équations différentielles, ordinaires, bien sûr. Donc, nous ne nous intéressons pas particulièrement à partie théorique qui donc s'assure et qui pose des questions sur l'existence de la solution, sur l'unicité, sur la régularité de la solution et sur comment calculer la solution exacte. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous nous intéressons essentiellement nous nous intéressons essentiellement à ce qu'on appelle les méthodes numériques ou bien les schémas numériques. Les méthodes numériques, sont des méthodes d'analyse numérique, c'est-à-dire des méthodes qui, en utilisant les techniques d'analyse numérique, on essaye d'obtenir une approximation. Lorsqu'on dit analyse numérique, c'est toujours donc des approximations. Pourquoi généralement on cherche une approximation? Les raisons peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'au début, il se peut que la méthode d'une résolution exacte existe, mais il est lent, qui demande beaucoup de calculs, beaucoup d'investissement, alors qu'on n'a pas besoin peut-être. Et donc, dans ce cas, on préfère passer par une méthode numérique adaptée et plus simple. Parfois, nous n'avons pas de méthode théorique qui nous permet d'obtenir la solution. Donc, nous sommes dans l'obligation de passer par des méthodes numériques pour avoir une approximation, une idée donc, de la présentation, plutôt de la solution, donc, et de présenter cette solution correctement. Et parfois, nous avons des problèmes de données qui ne sont pas mathématiques, mais plutôt expérimentales. C'est-à-dire, je l'ai dit la dernière fois, au laboratoire, vous avez donc des relevés de, 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 d'une grandeur physique quelconque, donc vous n'avez pas une fonction, vous n'avez pas une fonction continue, vous avez que des valeurs ponctuelles, donc discontinues, donc on ne peut pas faire les calculs ou les méthodes, on ne peut pas appliquer les méthodes mathématiques d'une manière donc juste, donc nous avons ce problème. Ou parfois, nous avons donc l'ensemble de ces difficultés-là. Donc, pour pouvoir contourner ce problème, l'analyse numérique comme discipline importante donc vient intervenir. Donc ici, nous nous intéressons dans ce cours particulièrement aux méthodes, aux schémas numériques pour résoudre des équations différentielles ordinaires. Bien sûr, nous avons commencé à présenter le cadre dans un cadre simple sur R. Nous pouvons aussi le généraliser sur Rn. Ça peut-être on va le voir plus tard. Donc, le cadre général, c'est que nous travaillons sur un intervalle. Cet intervalle peut être 0 grand T, peut-être T0 grand T, peut-être AB. Donc, peu importe le choix de l'intervalle au début. Donc, il faut juste faire attention d'adapter les définitions à l'intervalle. Donc, nous allons travailler souvent sur l'intervalle T0 grand T. Et T0 peut, dans plusieurs exemples et exercices, peut être prise comme égal à 0. Donc, le premier outil que nous utilisons dans ce contexte-là, et pas que, parce que vous l'avez déjà vu dans le calcul numérique de l'intégrale, donc c'est la discrétisation de l'intervalle. Pourquoi nous cherchons à discrétiser l'intervalle? En cherchant à discrétiser l'intervalle pour pouvoir évaluer donc notre problème mathématique aux différents points. S'il s'agit d'une équation différentielle, on va essayer de trouver la solution dans ces différents points. S'il s'agit d'autres sujets mathématiques où on utilise l'analyse numérique, comme le calcul numérique de l'intégrale, l'approximation numérique d'une intégrale, là aussi, on utilise ces points-là, ou ce système de points, parfois on les appelle des nœuds, donc, pour faire cette évaluation. Bien sûr, vous pouvez donc deviner que une discrétisation ou une subdivision de la même chose, une discrétisation ou une subdivision, c'est lorsque il est d'autant plus important lorsque nous avons un certain nombre de points importants, parce qu'on peut prendre T0, T1 et Tn, et donc le dernier point, 3 points. Mais est-ce que cette manière de faire va nous permettre d'obtenir des résultats donc, qui sont donc fiables?
Donc, une discrétisation, bien une subdivision, elle est d'autant plus importante lorsque le pas, qui est la différence entre deux nœuds successifs, c'est-à-dire Tn moins Tn moins 1, ou bien Ti moins Ti moins 1, soit donc ce pas-là soit le plus petit possible. Donc, on parle parfois d'une discrétisation qui est fine, ou qui est très fine. Et d'ailleurs, nous allons voir dans les résultats théoriques qu'on va considérer h tend vers 0. Pourquoi h tend vers 0? Parce que lorsqu'on va prendre donc le pas qui est h qui va tendre vers 0, dans ce cas, donc, nous aurons la tendance à couvrir d'une manière continue l'intervalle. Ici, l'intervalle est couvert d'une manière discontinue. Alors, nous pouvons, même si j'ai des informations point T0, si j'ai des informations point T1 et T2, je ne peux rien savoir par rapport à un point qui est entre T0 et T1. Ça reste la fonction solution, x reste inconnue hein, entre T0 et T1. Voilà. Nous avons une valeur approchée de xt0 qui est notée x0, nous avons une valeur approchée de xt1 qui est notée x1, mais entre les deux, la fonction reste toujours inconnue. Donc, lorsque on dit que h tend vers 0 ou qu'il prend des valeurs qui sont très petites, c'est donc que les points, les TI sont rapprochés, et donc nous avons tendance à couvrir l'intervalle d'une manière qui s'approche, ce n'est pas vraiment continu, évidemment, vous comprenez, même si T et CH est très, très, très petite, nous avons toujours des points qui sont discontinus. Mais quand même, nous approchons d'une couverture continue, entre guillemets, de l'intervalle, c'est-à-dire que les points sont très rapprochés. Donc, l'idée, c'est de discrétiser l'intervalle du travail, qui est 0 grand T, d'utiliser l'une des deux méthodes. Nous avons vu la dernière fois deux méthodes. Soit on utilise les différences finies, c'est-à-dire pour approcher la dérivée. Donc, lorsqu'on dit différences finies, donc nous avons vu des définitions au niveau 1, d'accord? On peut généraliser ces définitions au niveau supérieur en utilisant la formule de Taylor, par exemple. Donc, ça, c'est la première méthode. Nous utilisons les différences finies pour approcher d'une équation différentielle. Bien sûr, il est écrite comme problème de Cauchy x' de t égale à f de t x de t, avec une condition initiale. Nous avons vu deux méthodes, deux approches. La première, elle consiste à utiliser les différences finies pour donner une approximation de la dérivée, donc le premier membre, si vous voulez. Et la deuxième approche, c'est d'intégrer l'équation différentielle et d'utiliser les méthodes d'intégration numérique pour approcher les seconds membres. Donc, ce sont les deux techniques. Bon, bien sûr, nous avons vu les deux pour la méthode d'Euler, ou les deux méthodes d'Euler, et nous avons dit que nous allons essentiellement, on va dire, utiliser beaucoup plus l'intégration numérique. Pourquoi l'intégration numérique? Parce que lorsque nous intégrons l'équation différentielle, nous obtenons une formulation de la solution lorsqu'il existe. D'accord? Lorsque la solution existe, nous avons cette formulation. Nous l'avons déjà vu auparavant. Voilà. Ça, c'est une formulation théorique. Lorsque la solution existe, il est écrit sous forme intégrale de cette manière. X de t égale x0 plus l'intégrale. Ça, c'est entre un point t quelconque. D'accord? Voilà. Et donc, lorsque on veut utiliser cette approche, on prend notre problème, donc notre équation différentielle plus sa condition initiale, le problème de Cauchy, et on fait quoi? Nous intégrons entre deux points. Ici, c'est Tn plus 1. Ça peut être, dans d'autres situations, Tn plus 2. D'accord? Et on calcule l'intégrale de part et d'autre. L'intégrale de part et d'autre, donc ce que nous avons d'un côté x', donc c'est une dérivée, donc sa primitive est bien définie, c'est la fonction elle-même. Et de l'autre côté, c'est l'intègre de fonction f. F est une fonction quelconque qui peut être vérifiée quelques conditions
pour assurer l'existence, l'unicité de la solution, mais il peut être n'importe quelle fonction. Donc, cette intégrale, elle est souvent, sauf quelques cas, on va dire quelques exemples, souvent, donc, cette intégrale, on ne peut pas le calculer d'une manière exacte. Donc, on passe au calcul numérique en utilisant les méthodes numériques. J'ouvre une parenthèse, ça serait intéressant que vous reveniez sur un cours ou chercher un petit chapitre d'un livre et revoir un petit peu ces méthodes d'intégration numérique parce que sont importantes ici. La moitié de notre cours il se base sur ces méthodes. Nous avons vu 3 ou 4 exemples, mais évidemment, il y a d'autres. Il y a des méthodes qui sont plus ou moins donc, simples, mais d'autres qui sont avancées. Donc, ça serait intéressant que vous reveniez sur ce calcul numérique de l'intégrale avec les différentes méthodes, du plus simple jusqu'aux méthodes avancées. Bien, donc, et là, nous avons dit que nous pouvons déterminer ou définir des méthodes à chaque fois qu'on utilise une méthode appropriée pour calculer donc l'intégrale. Par exemple, nous avons commencé par dire, ben là, il faut dire c'est la méthode du rectangle à gauche parce qu'il y a un seul rectangle et non pas des. Bon. Donc, on utilise la méthode du rectangle à gauche, c'est-à-dire je remplace la fonction sa valeur à gauche, c'est-à-dire la première extrémité de l'intervalle ici c'était n, et ça nous fait une approximation. Voilà. Et nous avons obtenu le schéma d'Euler. D'accord? Le schéma d'Euler, c'est un schéma qui est donné par xn plus 1 égale xn plus h f de tn xn. Et c'est un calcul itératif. C'est un calcul itératif pour toutes les valeurs n allant de 0 jusqu'au grand n moins 1. Bien sûr, pourquoi grand n moins 1? Parce que nous avons vu que la discrétisation, c'est de T0 à T grand N. En posant H, le pas, c'est l'amplitude de l'intervalle T0 grand T divisé par grand N. Donc nous, on veut ici utiliser grand N sous intervalle. D'accord? Pour avoir grand N sous intervalle, ben, on va commencer de T0 jusqu'à T grand N, c'est-à-dire N plus 1 point, avec un pas qui est l'extrémité, donc qui est en fait l'amplitude, qui est l'extrémité donc à droite moins l'extrémité à gauche, grand T moins T0 divisé par grand N. Et lorsqu'on va appliquer, comme nous avons formulé le schéma avec xn plus 1, bah, c'est de 0 à n-1, grand n-1. Pour obtenir, bah, x0 c'est une valeur initiale, bon, il est supposé connu, et puis pour x1, on va utiliser x0, pour x2, nous allons utiliser x1, pour x3, nous allons utiliser x2. C'est pourquoi nous sommes en train de parler d'un calcul itératif. Un calcul itératif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter d'étape. Avec cette définition, je ne peux pas calculer x10 directement. Voilà. Il faut passer par x9, et pour x9, il faut passer par x8, et donc c'est un calcul qui va se faire dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire en commençant par x0. Donc, c'était un premier exemple, et nous avons noté ici qu'il s'agit d'une méthode d'Euler explicite. Et bien sûr, ça c'est la notion de méthode explicite et implicite, c'est une méthode importante. Nous allons voir ça d'une manière générale aujourd'hui même, les différences qui existent entre ces méthodes et comment caractériser ces méthodes. Nous avons utilisé aussi la méthode, oui, alors juste une remarque, là le schéma il est écrit entre Tn et Tn plus 1. Je peux refaire le même calcul, mais exactement le même, en prenant comme point Tn-1 et Tn. Et donc, le schéma va être Txn égale. Va être xn égale en fonction de xn-1. Bien sûr, c'est la même formulation, sauf que vous devez comprendre que dans ce cas, n ne va pas être de 0 à n-1, grand n-1, mais le petit n va être de 1 à grand N. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi à comprendre. Ici, j'ai le schéma qui est écrit à partir du xn plus 1 égale. Donc, les valeurs prises par petit n, c'est de 0 à grand n moins 1. Si je crée le même schéma, mais avec xn qui est égal en fonction de xn moins 1, ben évidemment, les indices, il faut faire attention aux indices. Voilà. Nous avons vu aussi le schéma point milieu.
Donc là, la même chose, c'est que nous intégrons l'équation différentielle et l'intégrale à droite. Donc, nous donnons une approximation avec la méthode dite point milieu, ou bien rectangle au milieu, c'est la même chose. Donc, cette approximation, il consiste à remplacer donc dans l'intégrale la fonction par sa valeur, mais au milieu de l'intervalle. Ici, le milieu de l'intervalle, c'est Tn plus h sur 2 parce que Tn plus 1 sur 2, ben, je remplace Tn plus 1 par sa valeur qui est Tn plus h, 2 Tn plus h, je divise par 2, et donc c'est le milieu, c'est Tn plus h sur 2. Mais là, les choses ne se passent pas de la même manière. Pourquoi? Parce que nous avons un terme un petit peu qui est peu habituel ici. C'est x Tn plus h sur 2. Ce terme-là, ce n'est pas un terme de la suite. La suite, c'est xn plus 1. Et là, c'est un terme qui est, et xn, c'est l'approximation. Bon, c'est ce que nous avons, c'est le principe d'approximation que nous avons utilisé. C'est que à chaque fois j'ai x de tg, l'approximation, c'est xg. C'est le principe d'approximation que nous avons appliqué. Mais là, nous avons un x de tn plus h sur 2. D'accord? Donc, je ne peux pas directement donner une approximation. C'est pourquoi nous avons fait on va dire, un arrangement. Cet arrangement consistait à faire quoi? À appliquer la méthode d'Euler, d'accord, sur une nouvelle discrétisation. La nouvelle discrétisation ici, c'est une discrétisation qui part par un pas de h sur 2. D'accord? Ici, la discrétisation initialité là, T0, T1, T2, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir exprimer, donc Tn, il est quelque part ici. Pour pouvoir exprimer ce terme-là et le rendre utilisable dans notre situation, ben, j'ai besoin ici d'avoir une certaine écriture, une écriture donc, qui prend cette forme. Hein, c'est-à-dire T, indice G ou bien T', s'il s'agit d'autres points, θ G si vous voulez, donc qui va nous permettre de passer à l'approximation, parce que là, je ne peux pas utiliser cette approximation. Voilà l'approximation que nous avons utilisée. À chaque fois, j'ai un indice, donc je l'écris de cette manière. Donc, ici, comment je peux résoudre donc cette situation? Ben, en fait, c'est que je vais diviser encore une fois, donc diviser chaque sous-intervalle pour obtenir une nouvelle subdivision ou discrétisation. Cette discrétisation a pour pas h sur 2. Donc, j'aurai ici, ben, si je note pour cette nouvelle discrétisation, je ne sais pas moi, θ0, θ1, θ2, ainsi de suite. Donc ici, j'aurai un certain indice, donc θ, je ne sais pas quoi, j, et donc j'aurai ici x θ j que je peux donner donc l'approximation directement. Mais ici, le pas est de h sur 2, c'est pourquoi nous avons dit que là, c'est quoi? C'est x tn plus h sur 2 f de tn xn. C'est le schéma d'Euler, c'est le premier schéma que nous avons. D'accord? Et donc, on regroupe les deux, nous avons obtenu donc un schéma qui respecte ce que nous voulons, c'est-à-dire un schéma direct. Là, regardez, donc voilà le schéma. C'est un schéma qui est direct, c'est-à-dire quoi direct? Que en remplaçant, je n'aurai pas à résoudre une nouvelle équation non linéaire, non. Je calcule xn plus 1, je remplace directement les xn et les tn par leur valeur, bien sûr h et f, et j'aurai exactement la valeur. Donc c'est un schéma donc, qui est explicite, direct ou bien explicite. Contrairement à un schéma qui est indirect ou implicite, qui est dans le lieu, lorsque je remplace, je n'aurai pas directement la valeur xn plus 1, mais je vais obtenir encore une nouvelle équation. Cette fois, c'est une équation non linéaire de la forme g de x égale à 0 que je dois résoudre. Et là, bien sûr, c'est une autre situation. Nous avons vu aussi, troisième méthode, c'est en utilisant la méthode du trapèze. D'accord? La méthode du trapèze, vous savez, donc l'intégrale de a à b d'une fonction g,
c'est B moins A multiplié par G de A plus G de B sur 2. C'est ce que nous avons utilisé ici. Nous avons examiné les termes. Nous avons constaté, comme tout à l'heure, qu'il y a un problème. Quel est le problème ici? C'est que dans le second membre, j'ai ce x tn plus 1. D'accord? J'ai ce x tn plus 1, celui-là, qui rend la méthode indirecte ou implicite. Parce que moi, je cherche xtn plus 1. Comme il figure, c'est l'inconnu. Hein? Je vais le remplacer par xn plus 1, et c'est l'inconnu que je cherche. Ben, s'il est à droite et à gauche, et en plus, il n'est pas juste à gauche, il est comme argument de la fonction f. Je ne peux pas transposer, je ne peux pas faire de calcul comme ça. Donc, ce terme-là bloque la méthode. Pour rendre ma méthode explicite, je dois donner une approximation à ce terme. Dans l'approximation, encore une fois, on fait appel à la méthode d'Euler. Je remplace xtn plus 1 par quoi? Par xtn, qui est approché par xn, plus h f de tn xn. Et lorsque je remplace, ben c'est le schéma de Dietz-de, c'est un schéma comme les autres, il est explicite, d'accord? C'est-à-dire que xn plus 1 se calcule directement à partir de xn, de tn, de h et de tn plus h. D'accord? Tn plus 1, ici, je l'écris comme ça pour montrer que xn plus 1 ne dépend que des paramètres de quel instant? De l'instant précédent. C'est là la définition exacte d'une méthode explicite à un pas. Explicite à un pas. D'accord? Parce qu'il y a des méthodes qui sont des pas multiples. Nous allons le voir par la suite, peut-être quelques petits exemples à la fin. Mais à un pas, c'est-à-dire que je vais calculer la valeur de la fonction au point t plus 1, au point tn plus 1. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser que les informations au point précédent, c'est-à-dire tn. C'est pourquoi vous avez ici Tn, vous avez xn qui représente l'approximation de la solution au point Tn, et Tn plus 1, je l'écris quand même Tn plus h, pour dire, voilà, je n'utilise pas d'information de niveau donc supérieur. J'utilise, donc ça c'est très important, lorsque nous allons parler donc de la terminologie de ce cours, il y a deux éléments. Méthode explicite, ou bien implicite. Ça, c'est direct. Et là, bien sûr, il est indirect. Donc, explicite ou direct. D'accord? Ça, c'est la première distinction. Et la deuxième, c'est la méthode. Est-ce que xn plus 1 est juste avec les informations de l'instant précédent, c'est-à-dire, là, c'est tn plus 1. D'accord? Donc, est-ce que xn plus 1 utilise seulement les informations à l'instant tn? Ou bien, nous allons voir des exemples où xn plus 1 utilise les informations point tn, mais aussi au point tn moins 1, ou peut-être plus. C'est ce qu'on appelle donc à pas multiple. C'est-à-dire, je ne reviens pas d'un seul cran, mais je vais revenir de plusieurs, peut-être de tout. C'est-à-dire, peut-être que dans le cas extrême, je vais trouver que xn plus 1, il est en fonction de x0 jusqu'à xn. Toutes les valeurs antérieures. Là, on parle de pas multiples, à partir de 2. Hein. Mais si xn plus 1, il est en fonction que de xn, et lorsque je dis xn, dedans, il y a tn et il y a h, bien sûr, il y a f, il y a l'ensemble des données de la situation. Donc là, bien sûr, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une méthode, donc, à un seul pas. D'accord? Bien. Alors, nous avons vu ces exemples la dernière fois. Peut-être il a fallu, donc, c'est ce que nous a resté de faire, c'est de développer donc ce cas. Ce cas, il ne pose aucun problème, comme je l'ai dit. C'est
le même principe. J'intègre entre Tn et Tn plus 1. Le côté à gauche, c'est exprime donc la primitive, c'est x, et donc c'est la fonction x, et donc j'aurai comme les autres cas xtn plus 1 moins xtn. La définition de la méthode du trapèze me donne, comme j'ai dit, l'intégrale de a à b, g de t dt, je peux l'approcher par b moins a, donc tn plus 1 moins tn, c'est h. G de a plus g de b sur 2, donc f2, g c'est f de t et x de t, donc j'aurai f de tn, xtn, et f de tn plus 1, xtn plus 1, et comme j'ai dit, ce terme-là, qui est xtn plus 1, bloque la méthode, bah, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser une nouvelle approximation avec la méthode d'Euler direct, et j'aurai que les xn plus 1, plutôt xn plus 1, qui est en fonction de xn, de tn plus 1, mais tn plus 1, c'est tn plus h. Donc, finalement, j'ai une méthode où je peux écrire xn plus 1 en fonction de toutes les informations de l'instant précédent, c'est-à-dire tn. Tn, c'est la valeur, c'est l'instant précédent. Xn, c'est la valeur approchée de la solution au point Tn. H, c'est le pas de discrétisation. F, c'est aussi une fonction, la fonction définissant le problème de Cauchy. Donc, j'ai tous les éléments ici. Bien sûr, s'il faut faire des calculs, ça c'est bien sûr avec la condition initiale pour s'assurer de l'unicité donc, de la solution. Donc, nous arrivons donc à un point où je peux définir un schéma explicite à un pas, un seul pas. Bon, on va dire un pas, contre, par rapport à des pas multiples, d'accord? C'est-à-dire à partir de deux. Là, c'est, lorsque je dis un pas, c'est donc un pas, on va dire, donc un seul pas, donc c'est-à-dire l'approximation au niveau n plus 1 et les données en fonction des données de l'instant précédent Tn. C'est pourquoi nous définissons donc un schéma explicite, ça c'est très important, à un pas. Donc, explicite à un pas. Donc les deux distinctions tout à l'heure, maintenant, nous choisissons de commencer à travailler par le cas, on va dire, le plus simple. Le cas le plus simple, c'est que la méthode est explicite. Donc, le calcul se fait directement, il n'y aurait pas de résolution d'équations non linéaires comme deuxième étape dans les calculs. Et le deuxième élément, c'est que c'est une méthode à un pas, et donc le calcul au niveau n plus 1 ne dépend que des informations au niveau n, le niveau précédent. Donc, c'est pourquoi xn plus 1, on va l'écrire comme étant xn, c'est l'approximation au point précédent, plus h, le pas, multiplié par une fonction phi. Cette fonction, elle a comme argument tn, le point précédent, xn, l'approximation précédente, et h, qui est donc le pas de discrétisation. Et bien sûr, c'est entre 0, petit n égale à 0 jusqu'à n-1. D'accord? La fonction f, c'est une fonction à définir suivant les schémas que nous avons précédents. Donc, chaque schéma aura sa propre fonction phi. Et nous pouvons définir, bien sûr, les schémas que nous avons vus, les trois exemples, c'est des schémas basés sur calcul-intégration. Nous pouvons définir des schémas d'une manière un peu différente en imposant à phi d'être une fonction bien donnée. Bien sûr, nous allons voir par la suite qu'il y a d'autres questions qu'il faut étudier. D'accord? Mais pour les premiers cas, nous avons déjà fait les calculs, nous avons déjà des schémas, donc nous pouvons identifier les schémas Euler, point milieu et schéma de Heuel à cette forme générale, parce que c'est la forme générale d'un schéma explicite à un pas. Donc, c'est xn plus 1 qui est égal l'approximation au niveau n plus 1 qui est égal l'approximation au niveau n plus h qui est le pas fois une fonction phi qui dépend de toutes les informations au niveau antérieur seulement en tn, xn et h qui est une constante. D'accord? Donc ici,
ce schéma, il est explicite, ça se voit, il est à un pas, ça se voit, mais il est aussi itératif. C'est un schéma itératif, comme j'ai dit. Le calcul, il est progressif, il doit être fait dans l'ordre naturel, c'est-à-dire, je ne peux pas passer directement à un indice. Je dois commencer par x1, du moment que j'ai x0, commencer par x1, x2 et faire les calculs étape par étape jusqu'à arriver donc à l'approximation que je veux, au niveau d'approximation que je veux. Voilà. Bien sûr, la méthode d'Euler, nous avons vu xn plus 1 égale à xn plus h f tn xn. Donc, phi tn xn, h égale f de tn xn. Ça, c'est la méthode d'Euler, plus simple. Par contre, la méthode point-milieu, nous avons vu que la méthode point-milieu, elle s'écrit comme ça. Donc, que va être notre fonction phi? Ben, phi de tn, xn et h va être f de tn plus h sur 2, virgule, parce que c'est une fonction f est une fonction de variables, xn plus h sur 2, f de tn xn. Et tout ça, c'est phi. D'accord? Tout phi de tn, xn, h, et tout ça. Donc, j'aurai xn plus 1 égale à xn plus h phi. Et bien sûr, phi, ici, elle dépend que de tn, de xn et de la constante h, le page. Donc, je suis dans le cadre de cette définition qui est un schéma explicite à un pas. La même chose pour le schéma de n. J'ai h sur 2 fois tout le reste. Donc, je prends ftn xn plus ftn plus h virgule xn plus h ftn xn divisé par 2. Tout ça, c'est mon phi. D'accord? Et bien sûr, c'est une fonction qui dépend de tn, de xn et du pas h. Donc, je suis dans le cadre de ce schéma qui est explicite à un pas. Donc, c'est ce que, à titre de résumé, je peux rappeler ici. La fonction phi pour Euler, c'est f de t, phi de txh, c'est f de tx. Pour le point milieu, phi de txh, c'est fth, t plus h sur 2, x plus h sur 2, f de tx. Donc, vous voyez que la fonction phi devient de plus en plus un peu compliquée, si je veux dire. Hein. F de f. Et la même chose ici pour la méthode de n, phi de txh, c'est 1 demi ftx plus ft plus h, virgule x plus h, f de tx. Voilà. C'est en utilisant toujours la fonction f qui est une fonction à deux variables. Voilà. Donc, pour les premiers exemples, elles sont des méthodes explicites à un pas. Contrairement aux méthodes implicites, nous allons voir plus tard, contrairement aux méthodes à pas variable, ou multiples, plutôt multiples à pas multiples, que nous pouvons donc voir plus tard. Un exemple de méthode à pas multiples, c'est-à-dire que pour obtenir une approximation xn plus 1, j'ai besoin des informations de plus d'un point, c'est-à-dire de minimum 2 points. Ah, prenez, vous pouvez le faire après, donc si vous le souhaitez. Intégrer l'équation différentielle entre Tn et Tn et Tn plus 1, plus 2, d'accord? X' de T de S ds égale la même chose Tn plus 2, f de S xs ds, et utiliser ici la méthode de Simpson. La méthode de Simpson pour calculer donc une valeur approchée de l'intégrale, vous savez que c'est l'intégrale de a à b, g de t dt, approximativement égal b moins a sur 6, f de a plus 4 f de a plus b sur 2, plus f de b. La méthode dite de Simpson. Donc si j'applique cette méthode, ben, j'aurai f de a, bien sûr c'est tn, donc j'aurai ftn xtn, ce point ne me pose pas de problème, d'accord? J'aurai ici f de a plus b sur 2, c'est le milieu ici, c'est le centre de l'intervalle. Et donc ici,
Ce centre ici, c'est Tn plus 1. Bon, JH ici, JH là. Donc, j'aurai ici quelque chose en fonction de ftn plus 1 et x de tn plus 1. Mais j'aurai ici tn plus 2. D'accord? Et là, évidemment, premier, j'aurai x de tn plus 2 moins x tn égale tout le reste. Moi, je cherche x tn plus 2. Là, vous voyez que je vais écrire x tn plus 2 qui va être égal x tn. Mais là, j'aurai ici ftn, xtn, ça ne me pose pas de problème. J'aurai ici, en fonction de tn et xn, j'aurai ici tn plus 1 et xn plus 1, mais j'aurai ici tn plus 2 et xn plus 2. Donc, c'est une méthode qui n'est pas explicite. Donc, la première chose, c'est, comme tout à l'heure, j'utilise une méthode pour enlever xn plus 2 d'ici. C'est la méthode, le schéma d'Euler, comme d'habitude. Mais, et j'aurai finalement, ici, xn plus 2, qui va être en fonction de quoi? Qui va être en fonction de tn plus 2, bien sûr, tn plus 1, xn plus xn plus 1. Bien sûr, ici, je peux écrire que c'est Tn plus 1 plus H. Donc, ce n'est pas nécessaire d'écrire Tn plus 2. Tn plus 1, Xn, Tn, Tn plus 1, Xn plus 1, Tn et Xn plus H. Et là, pour obtenir l'approximation au niveau n plus 2, j'ai besoin de revenir à deux niveaux antérieurs, n plus 1 et n. C'est pourquoi, ici, je vais dire qu'il s'agit d'une méthode à pas multiples. Ici, j'utilise deux pas. Dans d'autres méthodes, je vais utiliser 3, 4, peu importe, et même n. C'est xn plus 1 utilise l'ensemble des approximations antérieures. Donc, ça, c'est pour comprendre donc, la différence. Donc, ici, les exemples que nous avons sont jusque maintenant, les trois schémas exemples, nous allons travailler avec ces trois schémas donc, pour appliquer et donner des exemples des notions que nous allons utiliser par la suite, bah, sont des schémas explicites à un pas. Bien. Donc maintenant, nous allons donc définir un certain nombre de notions qui sont utiles dans l'étude de ces schémas numériques. Les schémas numériques, qui sont, on va dire, les questions posées. Maintenant, si on veut rappeler un peu le principe que nous avons utilisé depuis le début, nous avons une équation différentielle, d'accord? Pour une raison ou une autre, nous n'avons pas une solution exacte, donc on veut une approximation. Pour obtenir cette approximation, ben, nous définissons une discrétisation de l'intervalle. D'accord? Et nous cherchons une approximation à chaque valeur exacte. Là, c'est la valeur exacte, c'est x de t0, x de tn, x c'est la solution de notre équation différentielle. Et donc, on cherche une approximation, x0, xn et x grand n. Voilà. Nous avons dit que tout dépend de h. Si je prends 3 points, le premier, un point au milieu et le dernier, c'est clair que c'est une très mauvaise approximation. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir des informations suffisamment donc, importantes par rapport à une fonction inconnue juste à partir de 3 points. Même si je veux utiliser les méthodes les plus simples, par exemple l'interpolation, vous savez que l'interpolation basée sur 3 points va vous donner donc un polynôme de second degré, qui est un polynôme qui est très régulier pour couvrir et pour donner une meilleure approximation des fonctions f qui est peut-être, des fonctions x qui est peut-être, qui a beaucoup plus de, on va dire, de propriétés ou bien d'irrégularités. Donc,
pour réussir donc cet exercice, ben, il faut augmenter le nombre de points. Pour augmenter le nombre de points, il faut que n prend une valeur qui est relativement donc grande. D'accord? Pour que n, donc ici, rappelons que h, c'est si je travaille sur un intervalle t0 grand t, donc h égale grand T moins T0 sur grand N. Je veux utiliser 5 sous-intervalles, bah, grand N c'est 5 parce que je commence à 0. Donc ici, lorsque je dis que si je veux augmenter le nombre de points et de sous-intervalles, automatiquement ça veut dire que H va diminuer. D'accord? Que H va diminuer. Et donc ici, nous avons une question très importante, c'est lorsque H tend vers 0. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque H tend vers 0, en quelque sorte, N tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que j'aurai une infinité, on va dire, de points sur l'intervalle T0, Tn. Bien sûr, ici, c'est nous approchons de la, on va dire, de couvrir d'une manière continue l'intervalle. Au lieu d'un système de points T0, Tn, il faut que vous compreniez, donc c'est un système de points. Peu importe le n, le grand n, il peut être égal à 10 à la puissance 100. C'est un système fini de points. Évidemment, vous comprenez ce notion. Maintenant, lorsque n tend vers plus l'infini, ça reste toujours un système fini de points, mais il a tendance à couvrir et s'approcher. Il ne va jamais, lorsqu'on parle de n, on ne va jamais obtenir un intervalle. C'est toujours un système de points. Mais c'est un système de points qui a tendance à couvrir d'une manière qui s'approche de la couverture continue de l'intervalle. D'accord? Il faut bien comprendre la différence. Mais h tend vers 0, et dans ce cas, nous aurons une meilleure, voire une excellente approximation de la fonction. Par ces valeurs, évidemment, je n'aurai pas une expression explicite, j'aurai des valeurs, mais c'est un grand nombre de valeurs sur un intervalle, c'est-à-dire que j'ai une meilleure, on va dire, définition, j'ai plus d'informations sur ma fonction. La question, dans ce cas, lorsque h tend vers 0, est-ce que ces points-là vont s'approcher d'une manière très importante de la valeur exacte? J'ai les xn, ne l'oublions pas. J'ai les valeurs exactes xtn. Et lorsque h tend vers 0, est-ce que je peux dire que xtn est égal à xn? Il est approximativement, ça je le sais. Quand est-ce que je peux, c'est égal? Est-ce que je peux dire c'est égal? Sinon, est-ce que je peux mesurer l'erreur ici, la différence entre les deux, et dire que cette erreur tend vers 0 aussi? C'est-à-dire que lorsque h tend vers 0, l'erreur ponctuelle tend vers 0, et donc j'ai les xn qui donnent une excellente approximation de xtn. C'est le problème de la convergence d'un schéma numérique. Parce qu'avec le calcul itératif que nous avons, rien ne garantit cette convergence comme ça. Je calcule x1, puis je calcule x2, puis je calcule x3, et ainsi de suite. J'ai aucune propriété que me dit, ben voilà, finalement, l'erreur va être à chaque point, l'erreur va être très réduite et donc tend vers 0. Non, j'ai aucune information. Ben, il faut avoir des outils pour pouvoir démontrer ce résultat. Donc, pour parler de la convergence, nous allons donc introduire 3 notions fondamentales et nous allons les utiliser pour parler de la convergence. Parmi ces 3 notions, il y a la convergence, bien sûr. Mais avant la convergence, nous allons parler de la consistance, nous allons parler de la stabilité, pour arriver donc à définir et à parler de la convergence d'un schéma numérique. Notre notion que nous pouvons donc dire dès maintenant, parce que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de
de cette notion d'ordre d'une méthode numérique, parce que vous avez déjà touché à des méthodes numériques auparavant. Donc, l'ordre de convergence, c'est une sorte d'indice, d'accord, qui nous permet de mesurer, entre parenthèses, la rapidité de la convergence. D'accord? La rapidité de la convergence. Rappelez-vous l'exemple élémentaire que j'ai donné la dernière fois par rapport à la résolution de l'équation f de x égale à 0 et f de x égale à 0. Nous avons dit que c'est la résolution de cette équation non linéaire. On peut utiliser différentes méthodes pour obtenir donc des solutions approchées, construire une suite xk qui tend vers la solution x bar lorsque bien sûr la solution existe. Et nous avons dit que la convergence ici, vous avez déjà vu ça, elle n'est pas la même. Si vous utilisez la méthode classique de la dichotomie, ben, vous savez que c'est une méthode, vous avez dit qu'il est d'ordre 1. Il a une convergence linéaire, c'est-à-dire à chaque étape, je coupe l'intervalle en deux, et donc l'erreur, il est à chaque fois divisé par 2, donc c'est une convergence très lente, étape par étape. Si je commence par un intervalle d'amplitude 1, ben, il me faut, je ne sais pas moi, une vingtaine d'itérations pour arriver à un intervalle d'amplitude de 10-5. Hein. Donc, c'est une convergence qui est linéaire d'ordre 1 et qui est, on va dire, lente. Par contre, dans la même, dans le traitement du même problème, la méthode de Newton-Raphusson, que vous connaissez certainement, utilisant les tangentes à chaque point, d'accord? Cette méthode, vous avez vu que c'est une méthode qui a donc un ordre de convergence minimum 2, qui est une méthode quadratique. Donc, il converge plus rapidement que la première. Et dans le cours d'analyse numérique 1, normalement, vous avez dû comparer un petit peu ces différentes convergences et donc avec l'ordre de convergence. L'ordre, vous l'avez aussi, l'ordre d'une méthode numérique, certainement, vous l'avez aussi étudié par rapport à l'interpolation. D'accord? Plutôt par rapport à l'intégration numérique, en se basant sur l'interpolation. Une méthode d'intégration numérique dite d'un ordre P, ben c'est une méthode qui est exacte au niveau, jusqu'au polynôme d'ordre de degré x à la puissance P. Donc, bien sûr, une méthode qui est exacte au niveau 1, c'est-à-dire que dès que la fonction n'est pas une fonction affine, nous avons déjà une marge d'erreur. Contrairement à une fonction d'ordre 3, c'est-à-dire j'ai même pour un polynôme de degré 3, la formule approchée est exacte, les deux formules vont donner exactement la même valeur. Donc, cette notion d'ordre, elle est très connue en analyse numérique. Pour ces méthodes, ces schémas numériques, ben, l'ordre, il va mesurer un petit peu la rapidité de la convergence. Est-ce que cette convergence va être rapide? Il faut juste faire la différence que la convergence ici, c'est par rapport à h qui tend vers 0. La convergence on va dire, d'autres questions d'analyse numérique, la convergence, c'est par rapport à un indice xn, n qui tend vers plus l'infini. Donc, il faut comprendre juste la différence, mais une méthode, si on vous dit dès maintenant, cette méthode, elle est d'ordre 2 et cette méthode, elle est d'ordre 4, bah, bien sûr, nous allons voir ça vers la fin. La méthode d'ordre 4, elle converge plus rapidement et donc, il est possible qu'il va nous donner les meilleurs résultats, donc assez rapides. Bien. Donc, ces trois notions, elles sont liées. Nous allons donc les prendre une par une. Définition, exemple, résultat fondamental, c'est-à-dire des critères. Aujourd'hui, je ne vais pas faire avec, les démonstrations des résultats fondamentaux, mais nous allons le faire, donc probablement, je ne sais pas, la semaine suivante. Sinon, nous allons le faire dans les séances présentielles. Donc, parce que ces démonstrations pour les étudiants donc de licence sont importantes. Donc, vous pouvez aussi, dès maintenant, commencer à chercher ces démonstrations, lire un petit peu, comprendre ces démarches, parce que les démonstrations, parfois, elles sont constructives, il y a une construction derrière et tout. Donc, je veux
pas les entamer dès maintenant, en attendant que vous compreniez un petit peu les approches de ces schémas numériques, les méthodes qu'on utilise et tout. Mais nous allons faire au moins 2, 3 démonstrations des résultats les plus importants. Bien. Donc, un schéma explicite, on définit ce qu'on appelle l'erreur de consistance. On vous donne une définition comme ça. Voilà notre schéma explicite maintenant, un pas que nous allons utiliser à chaque fois. Xn plus 1 égale à Xn, H phi, avec phi une fonction de Tn, de Xn et de H. D'accord? Bon, on définit l'erreur de consistance, on la note tau n, et je vous donne la définition de cette manière. Tau n plus 1 de H égale à X de Tn plus 1 moins X de Tn moins H phi de Tn, Xtn et H. Bien sûr, pour l'erreur de consistance, elle est ponctuelle. J'aurai l'erreur au point 0, l'erreur au point 1, jusqu'à l'erreur au point n, grand N. D'accord? L'erreur au point 0, on peut en discuter parce que x0 est la condition initiale, mais au moins, j'aurai l'erreur taux 1 de h, l'erreur taux 2, jusqu'à l'erreur taux n. Que veut dire l'erreur de consistance ici? Examinons la formule et regardons ce que représente chaque terme. Regardez ici, xtn plus 1. D'abord, est-ce que c'est une approximation ou une valeur exacte? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et si c'est une valeur exacte, nous avons pris l'habitude d'utiliser la notation qui nous dit x de tg, c'est la valeur exacte, et l'approximation correspondante, c'est x indice g. Donc ici, c'est une valeur exacte. À quel niveau? Au niveau n plus 1. Ici, c'est une valeur exacte. À quel niveau? Au niveau xtn, au niveau précédent. D'accord? Et là, c'est h phi tn. Xtn, c'est encore exact. Regardez ici, en fait, le schéma numérique, il est là. Ici, nous ne sommes pas en train de calculer la valeur xn plus 1. Pourquoi? Parce que xn plus 1, en fait, c'est x, il est inconnu, la fonction x, il est inconnu. Donc, je ne peux pas calculer ces termes-là. Mais j'ai fait quoi? Regardez de là à là. C'est quoi? C'est exactement ce terme-là. En remplaçant les valeurs approchées par les valeurs exactes. Voilà. J'ai pris le schéma. Je remplace xn par sa valeur exacte xtn. Deux fois xn et puis comme argument de xn. Et je compare en quelque sorte avec la valeur exacte xtn plus 1. Bien sûr, x est toujours inconnu, je souligne ça. Donc, il ne s'agit pas de faire un calcul, mais il s'agit de comprendre la signification de cette formule. Quelle est la signification? La signification que j'ai ce schéma, je peux l'utiliser pour calculer les valeurs approchées. Si maintenant, à un certain niveau n, je remplace les valeurs approchées par les valeurs exactes, si je peux calculer xtn plus 1, la différence qu'il y a entre les deux, entre la valeur exacte obtenue directement et la valeur obtenue en injectant la valeur exacte dans le schéma numérique. D'accord? C'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé xn par xtn plus 1. Là, la différence entre ces deux valeurs, c'est cette erreur de consistance. Ce n'est pas l'erreur, c'est pourquoi on l'appelle l'erreur de consistance, ce n'est pas l'erreur absolue. L'erreur absolue, nous l'avons déjà définie, c'est quoi? C'est xtn plus 1 moins xn plus 1. La valeur approchée moins la valeur exacte moins la valeur approchée en valeur absolue. Donc, l'ordre n'est pas important. La valeur exacte moins la valeur approchée en valeur absolue. Ça, c'est l'erreur absolue au point tn plus 1. Ici, ce n'est pas la même chose, c'est une erreur de consistance. Je fais quoi? Pour mesurer, est-ce que
ce schéma est consistant, c'est-à-dire est-ce que et la tendance par la suite, il va nous donner donc peut-être des solutions qui seront donc dans, qui seront donc utiles dans la logique que nous allons définir par la suite. Bah, je prends à un certain niveau n plus 1 la valeur exacte moins. J'utilise le schéma, mais je ne l'utilise pas avec la valeur approchée, je l'utilise avec la valeur exacte au niveau n. Je fais une injection dans le schéma, c'est-à-dire je remplace xn par xtn et je remplace tn par oui, tn, c'est tn, je remplace xn par xtn. Bien sûr, tn et h, je n'ai rien à remplacer parce qu'ils sont des données libres. Alors, bien sûr, ici, c'est une définition qui est abstraite. Vous devez comprendre. C'est comme la définition de la limite. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai la fonction x, je connais la solution exacte. Ben, tout ce calcul n'aura pas, il n'y a aucun intérêt à faire ce calcul d'analyse numérique si la solution x est connue, si la fonction la solution exacte est connue. Ici, c'est une définition abstraite que nous allons utiliser pour d'autres éléments. Mais il faut comprendre la signification. Donc, ici, remarquons, ben, je peux inverser, je peux écrire xtn plus 1 égale à xtn plus h phi tn xtnh plus tn. J'inverse l'écriture précédente pour obtenir ici. On va regarder ce que j'ai ici. J'ai la valeur au niveau n plus 1, exact, qui est donnée à travers le schéma numérique de la valeur exacte au niveau n, mais plus un résidu ici. Alors que le schéma numérique, c'est xn plus 1 égale à xen plus h phi tn xnh. Donc, c'est cette différence-là, causée par, nous allons voir quelles sont les causes de cette erreur, ce qu'on appelle l'erreur de consistance. C'est cette différence-là qui est le terme restant, le résidu, entre quoi? Entre la valeur exacte au niveau n plus 1 et la valeur en utilisant les schémas numériques, mais avec quelle valeur? Avec la valeur exacte au niveau n. Voilà. C'est-à-dire, ça me permet de cette erreur-là, aussi, autre que l'erreur continue, l'erreur absolue, va me donner une information sur ma méthode. Alors, est-ce que cette définition est utilisable? Oui, c'est une définition abstraite. La fonction x est souvent n'est pas donc connue avec exactitude. Donc, si elle est connue, on peut à la rigueur donc faire quelques calculs et obtenir une évaluation de l'erreur, mais c'est une définition qui est plutôt abstraite et il faut trouver d'autres caractérisations et d'autres critères qui sont plus simples. Donc, l'erreur de consistance donne lieu à la définition d'un schéma consistant. Un schéma consistant, bien sûr, c'est toujours un schéma qui est explicite à un pas et qui est consistant en relation avec le problème de coucher. Nous travaillons toujours sur un problème de coucher. Pourquoi nous travaillons sur un problème de coucher? Pour dire, ben voilà, nous avons le théorème de Lipschitz-Schwartz qui nous dit, voilà, les conditions qui vont garantir l'existence et l'unicité de la solution. Parce que nous ne pouvons pas faire des calculs numériques par rapport à une solution dont on ne sait pas s'il existe ou pas. Donc, on travaille toujours par rapport à un problème de coucher, parce que les conditions d'existence d'unicité, nous avons des outils pour les démontrer. Et donc, on dit qu'un schéma explicite à un pas, qu'il est consistant avec le problème de coucher, qui est le problème de coucher habituel, x' égale à f de txt avec une condition initiale. Si seulement si c'est une caractérisation donc équivalente, la limite lorsque h tend vers 0 de la somme de l'ensemble des erreurs de consistance, de partir de 1, parce que oui, l'erreur de consistance au point 0, il est égal à 0. Il n'y a pas d'erreur de consistance au niveau 0. Pourquoi? Parce que
xt0 égale à x0. La valeur exacte égale à la valeur approchée, il n'y a pas de calcul à faire, donc on calcule, on fait la somme, on prend la somme à partir de n égale à 1. La limite de quoi? De la somme des valeurs absolues de toutes les erreurs de consistance égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résidé, ce résidé que nous avons ici, elle reste maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'il est négligeable, mais elle reste maîtrisée, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous éloigner d'une manière considérable de la solution. D'accord? C'est très important de commencer à comprendre la logique d'analyse numérique. Parce que la logique d'analyse numérique, elle est toujours liée avec les calculs sur machine. Et les calculs sur machine, notre problème par rapport aux calculs sur machine, c'est les erreurs. C'est la gestion des erreurs, c'est de maîtriser les erreurs. Personne ne va dire que pour les calculs numériques, il n'y aurait pas d'erreur. C'est impossible. Mais il faut que les erreurs restent maîtrisées pour que la solution obtenue à la fin ne soit pas différente, considérablement, sensiblement différente par rapport à la solution exacte souhaitée. Voilà. Donc, c'est la définition. Là aussi, c'est une définition abstraite. Mais nous avons donc un critère important. Un critère important qui nous dit le schéma explicite à un pas est consistant avec le problème de coucher correspondant si seulement si phi de tx0, c'est-à-dire je remplace h par 0, est égal à f de tx. F ici, c'est quelle fonction? C'est la fonction définissant le problème de coucher. Phi, c'est quelle fonction? C'est la fonction définissant le schéma explicite à un pas. Et c'est une caractérisation, encore une fois, équivalente. Donc là, j'ai un outil pratique pour vérifier la consistance. Les deux définitions de l'erreur de consistance et d'un schéma consistant sont des définitions abstraites. Bien sûr, il faut les comprendre. Lorsqu'on a la possibilité de les utiliser dans des démonstrations, il faut le faire parce qu'on les utilise dans les démonstrations. Mais là, nous avons un critère, donc, on va dire pratique. Je prends le schéma numérique et je compare phi tx0 qui est dans le schéma numérique par rapport à ftx qui est dans le problème de coucher. Et si c'est la même chose, c'est-à-dire h égale à 0 me donne exactement ftx, là, le schéma, c'est une caractérisation nécessaire et suffisante pour obtenir donc un schéma consistant. Ce qu'on peut dire par rapport aux méthodes que nous avons déjà, les schémas que nous avons vus déjà, Euler, point milieu et le schéma de Hahn. Il faut revenir sur les fonctions, définir la fonction phi, calculer phi tx0 et regarder est-ce que c'est exactement ftx. Et bien sûr, nous allons faire dans le cas général. Nous n'allons pas le faire pour un exemple d'une fonction f. Non, c'est dans le cas général. Le schéma d'Euler explicite, évidemment, le schéma d'Euler explicite est le donné par voilà, xn plus 1 égale xn plus h f de tn xn avec x de t0 égale à x0. Bien sûr, ici, c'est un schéma explicite à un pas en considérant f txh comme étant f de tx. D'accord? Comme ça, j'aurai ici xn plus h phi de tn xn. Bien sûr, h, c'est une fonction constante par rapport à h. Donc, le critère de consistance, j'ai phi de tx0 qui est égal à, dans tous les cas, f de tx, parce que phi est constante par rapport à 0. Donc, oui, ce schéma, il est consistant. Deuxième schéma, schéma point milieu. Schéma point milieu, xn plus 1 égale xn plus, alors, h, f
de Tn plus h sur 2 xn plus h sur 2 f de Tn xn. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié là. Ce que vous pensez de ce schéma? Alors, ici c'est plus h. Voilà. Tn plus h, Tn plus 1. Et là, nous avons utilisé Euler. Euler au point h sur 2. Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Non, c'est h sur 2. Non, c'est h sur 2. Bon. La méthode d'Euler, la méthode point milieu. J'intègre. C'est toujours important lorsque vous oubliez une méthode, ben, comme moi maintenant, il faut essayer de le retrouver. J'intègre le côté à gauche, j'intègre le côté à droite. Le côté à droite, je remplace par la méthode point milieu. Donc j'ai H, F du milieu, Tn plus Tn plus H sur 2, virgule, F, plutôt X de Tn plus H sur 2. C'est le milieu de l'intervalle. Et là, j'utilise Euler. Donc, Xn plus le paquet H sur 2, Ftn Xn. Voilà, c'est exact. Donc, ici, c'est H sur 2. Voilà. Le schéma, il est là. Xt0 égale à X0. Phi, dans ce cas, c'est quoi? Phi de Tx H est égal. C'est tout ça. Est égal. F de T plus H sur 2. X plus H sur 2. F de Tx. Voilà ma fonction phi. D'accord? Et bien sûr, phi de Tx est 0 est égal f de t, 0 ici, x plus 0 là, tout va disparaître. Donc la condition de consistance est aussi vérifiée et le schéma est un schéma qui est consistant. Donc, la deuxième méthode, voilà, la méthode point milieu, c'est une méthode qui est consistante. Nous avons fait donc la petite vérification parce que le critère là, c'est un critère qui est simple. Hein, il ne demande pas vraiment beaucoup de calcul. Juste bien définir la fonction phi pour écrire le schéma sous forme explicite à un pas et puis calculer, prendre h égale à 0 et voir est-ce que nous allons obtenir la fonction f qui est donc la fonction définissant le problème de Cauchy. Alors, ensuite, la méthode, troisième méthode, méthode de Hahn. Donc, la méthode de Hahn, c'est xn plus 1 est égal xn plus h sur 2 f de Tn xn bien. Alors, quoi d'autre? H, plutôt xn plus h f de Tn xn. Il faut s'assurer de ce schéma. Bien sûr, je sais, je comprends que ce n'est pas facile d'apprendre l'ensemble des schémas. Donc, pour moi, la meilleure solution, c'est de faire un petit calcul en 2 lignes pour retrouver le schéma. Donc, xtn plus 1 moins xtn, ça c'est le premier côté, égale. J'utilise la méthode du trapèze. La méthode du trapèze, c'est h sur 2. D'accord? Fois quoi? F de A plus F de B. F de A, c'est F de Tn, Xn plus F de B. C'est F de Tn plus 1, donc il y a erreur quelque part ici. N plus 1, Xn plus 1. Voilà, ça c'est la première étape. Mais ce terme-là va donc rendre la méthode implicite. Et nous, on veut maintenant travailler dans cette première partie que par des méthodes explicites.
Donc, je dois faire quoi? Ben, je dois remplacer ce terme-là en utilisant quoi? En utilisant la méthode de voilà, donc c'est f de tn plus 1, virgule, tout ça. Voilà, la méthode d'Euler. Juste ce terme-là, c'est quoi? C'est ce terme-là, le problème, il est exactement à ce niveau-là. Voilà. X de tn plus 1. Alors, X, pour être exact, tn, et là, voilà, X de tn plus 1. Voilà, lorsque j'applique la méthode du trapèze. Maintenant, ce terme-là, avec la méthode d'Euler, c'est xn plus 1, bien sûr, xn plus h, f de tn, xn. Voilà, avec la méthode d'Euler. Bien sûr, il va rester tn plus 1 ici, voilà, et h, xn plus h, tout ça, c'est le deuxième argument. Donc, si je veux réécrire le schéma, ça va être xtn plus 1, donc c'est xn plus 1, qui est égal à xn, plus h sur 2, f de tn xn. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ici, c'est f de tn plus h, tn plus 1, virgule, et au lieu de x de tn plus 1, j'ai xn plus h, f de tn xn. Voilà. Je ferme la parenthèse et le crochet. Donc, phi, maintenant, la fonction phi, qui va me permettre d'écrire ce schéma sous forme explicite, c'est la fonction phi de x de t x h qui va être égal x. Est-ce que je vais remplacer ce x? Non, parce que le schéma, il prend quelle forme? Le schéma, il prend xn plus 1 égale à xn plus h phi. Donc, est-ce que je vais remplacer ce h? Non. Mais par contre, je dois prendre le 1 demi qui est là. Donc, c'est 1 demi. De quoi? De f tx plus f t plus h, virgule, x plus h f tx. Voilà ma fonction. Phi. Phi et xh. J'espère que j'ai rien oublié. Et donc, lorsque, j'ai au moins oublié une parenthèse ici, lorsque je vais calculer phi de t x0, je vais dire que c'est un demi, f de tx plus, j'aurai ici f de t plus 0, non, ça c'est le premier argument, et le deuxième, f de t plus 0, virgule x, et h c'est 0, donc juste x. Donc finalement, j'ai ftx plus ftx égale à 2, 1 demi, c'est exactement ftx. Donc là, j'aurai le troisième schéma, le troisième exemple des schémas élémentaires que nous avons introduits au début. Les trois sont des schémas consistants. Donc voilà. Pour Euler, phi de tx, c'est ftx, donc la condition est vérifiée de nature. Point milieu, f de tx, c'est ft plus h demi x plus h demi ftx. Je remplace h par 0, donc la condition est vérifiée. Et pour le troisième, comme je l'ai dit, c'est f de t plus h, c'est 1 demi f de tx plus f de t plus h, virgule x plus h f de tx. Donc, je remplace h par 0, je vais obtenir exactement f de tx. Donc, les trois exemples que nous avons, les schémas élémentaires, les trois sont consistants. L'ordre de consistance, comme nous avons l'ordre de convergence, et que la consistance, c'est aussi une sorte d'erreur, mais avec une définition différente, qui est l'erreur de consistance. Donc, nous pouvons définir aussi l'ordre
d'une consistance. Pourquoi? Pour comparer, parce que deux méthodes peuvent être consistantes, deux schémas peuvent être consistants, mais pas de la même manière. Donc, ici, nous avons vu que dans la définition de la consistance, que la limite de cette somme égale à 0. Ici, pour l'ordre, on ne va pas juste dire que la limite égale à 0, mais on va dire que cette somme elle-même, elle est majorée par une certaine quantité. C'est qu'il existe une constante K, telle que la somme des erreurs de consistance, elle est inférieure ou égale à K à H à la puissance P. D'accord? Bien sûr, vous comprenez que là aussi, la convergence lorsque H, la limite lorsque H tend vers 0, la convergence, elle est d'autant plus rapide, c'est P est plus grand. D'accord? C'est l'ordre, donc doit être vu de la même manière. Donc, on va dire qu'une méthode, la consistance d'une méthode, je sais ce qu'on peut dire ça de cette manière, la consistance d'une méthode, de deux méthodes, on peut le comparer à travers l'ordre. Et donc, la méthode, le schéma qui est à l'ordre le plus élevé, on va dire qu'il est plus consistant, entre guillemets, que l'autre. Donc, la consistance est mesurée cette, formule, c'est-à-dire de pouvoir majorer la somme par une quantité K, H à la puissance P. K, c'est une constante à déterminer s'il existe. H, c'est le pas de discrétisation, évidemment. Et P, c'est l'ordre que nous sommes en train de chercher. Alors, là, c'était par rapport à la première notion, consistance. Donc, l'erreur de consistance, la définition abstraite d'un schéma consistant, le critère pratique pour vérifier qu'un schéma est consistant, et puis l'ordre d'un schéma, donc l'ordre de consistance d'un schéma. C'est on va dire, les quatre notions à retenir. Bien sûr, nous allons revenir par la suite pour démontrer le théorème qui est le critère de consistance, d'accord? Pour démontrer cette équivalence entre un schéma consistant et la condition de consistance, c'est-à-dire phi tx0 égale à ftx. La deuxième notion, c'est la stabilité. D'accord? La notion de stabilité aussi, c'est une notion qui est une notion d'analyse numérique. Elle est liée pas seulement au schéma numérique des équations dérivées différentielles ordinaires, mais à n'importe quelle méthode numérique, nous pouvons discuter cette question de stabilité. Alors, la question de stabilité veut dire quoi? Généralement, je fais un calcul, encore une fois, itératif, c'est-à-dire x0, je calcule x1, x1, je calcule x2, et ainsi de suite. Maintenant, la stabilité, je dis, si je fais bouger un petit peu, entre parenthèses, une valeur, disons x1, fais bouger, je prends une petite valeur à côté de x1. Est-ce que la nouvelle valeur de x1, de x2 que je vais obtenir, est-ce qu'il est aussi proche de x2? Ou bien, peut-être que c'est juste on va dire, ce changement par rapport à x1, ce petit changement par rapport à x1, est-ce qu'il va s'amplifier et il va donner une grande différence entre la nouvelle valeur x2 et la première? C'est la notion de stabilité. Je fais un petit mouvement ici. Est-ce que le mouvement va être ressenti de la même manière à l'étape suivante ou bien il va être amplifié? Donc, c'est exactement là la notion de stabilité d'un objet. Hein. Vous avez un objet, elle est stable, vous pouvez tester, vous le prenez, vous le un petit peu secouez, faites bouger un petit peu, et vous regardez, elle reste à sa place tranquille, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez une boule qui est déposée sur, on va dire, une surface lisse. D'accord? Vous pouvez juste la toucher, elle va engendrer donc une inertie, elle va engendrer un mouvement, elle va se déplacer d'une manière importante. Donc ici, la stabilité n'est pas donc importante. C'est que vous avez certainement dans vos premiers cours de physique, parlé d'équilibre stable et non stable. Donc ici, c'est une adaptation de ces notions-là par rapport à un schéma numérique. D'accord? Pourquoi on s'intéresse à cette stabilité? Parce que, et là, je vais y revenir encore une fois, j'ai parlé de ça la dernière fois,
le plus grand risque de l'analyse numérique, c'est quoi? C'est d'éviter les propagations et l'accumulation et les amplifications d'erreurs. D'accord? Ces trois notions sont importantes. Ça veut dire quoi? L'accumulation. Nous avons des erreurs de différentes sources dans les schémas numériques. Nous avons la première, c'est que je remplaçais l'intégrale exacte f de s xs ds par une valeur approchée, utilisant une méthode numérique. Il y a une marge d'erreur ici. Voilà la première source d'erreur. La deuxième, c'est que je n'utilise pas x de tn pour calculer, mais je remplace x de tn par sa valeur approchée xn. Voilà une deuxième source d'erreur. Et il y a une troisième source d'erreur, c'est que c'est plutôt là la propagation. Donc, la propagation de l'erreur, c'est quoi? C'est que j'ai commis une marge d'erreur pour calculer x1. Et j'utilise x2 pour calculer x1 pour calculer x2. Donc, j'ai l'erreur initiale qui va se propager, et donc, il risque d'être amplifié. Ça veut dire quoi? Amplifié parce que j'utilise que des calculs numériques. Donc, j'injecte la valeur approchée dans mon schéma, je fais le calcul. Évidemment, en faisant les calculs, c'est pas volontaire, c'est la machine. La machine va faire des troncatures, va faire des calculs numériques, et donc, il y a ces risques-là d'accumulation d'erreurs. Ça veut dire quoi? J'ai plusieurs sources d'erreurs qui vont s'ajouter une après l'autre, et donc, il y a risque que l'erreur ne soit plus maîtrisée. Il y a la propagation de l'erreur et il y a l'amplification de l'erreur. D'accord? Ou bien des perturbations. Et les perturbations, c'est quoi une perturbation? C'est ce que j'ai dit, de faire bouger un petit peu, de faire varier d'une manière très, très sensible. Ce n'est pas que je vais donc ajouter une grande valeur. Je peux ajouter 10-5 comme perturbation. Et regarder la sortie, ce qui va me donner, est-ce que mon schéma il est stable et donc je n'aurai pas, on va dire, la nouvelle suite que je vais définir et reste plus ou moins rapprochée à ma première suite, ou bien juste une petite variation va engendrer donc des valeurs qui n'ont rien à voir avec les premiers. C'est là l'utilité d'étudier la stabilité. On étudie les stabilités pour gérer ces éléments-là, gérer l'accumulation des erreurs, gérer la propagation des erreurs et gérer l'amplification des erreurs. C'est très important. Donc, voilà, c'est ce que je dis. Si je prends les valeurs xn et je les remplace par des valeurs qui sont voisines, que je vais noter xn til. Pourquoi, en fait, les schémas n'utilisent pas les valeurs xn, mais ils utilisent des valeurs xn? C'est ce que j'ai dit. Il y a des erreurs d'arrondi. Vous avez x1 égale à 1 tiers. La machine, l'ordinateur, ne va pas le traiter comme un tiers. Il va le traiter comme 0, vous savez, et il va s'arrêter à un certain nombre. C'est capacité de mémoire de n'importe quelle machine, que ce qui soit une calculatrice, qu'il soit un ordinateur même, il y a toujours des limites à la capacité donc, de calcul. Donc, il y a quand même l'erreur, parce que on passe d'une valeur avec une infinité de décimaux à une valeur avec un nombre fini de décimaux. Donc, il y a l'erreur d'arrondi. D'accord? L'erreur d'arrondi, on peut toujours l'écrire entre la valeur réelle qui est xn et la valeur représentée et utilisée par la machine, peu importe, j'ai des machines ici, qui soient calculatrices, ordinateur, téléphone, peu importe, xn moins xn til. Ces deux valeurs-là, il y a quand même une erreur entre les deux, entre la valeur xn, qui est la valeur censée être exacte, c'est-à-dire calculée d'une manière exacte, c'est une valeur approchée à la base, je sais, mais elle est calculée avec le schéma, d'une manière exacte. Et la valeur représentée est traitée par la machine, qui n'est pas la même. D'accord? C'est xn til. La différence entre les deux, on peut dire qu'il y a l'erreur d'arrondi, et l'erreur d'arrondi, on peut dire qu'elle est majorée par, ou que peut être écrite
pas sous la forme 10 moins t xn. C'est une sorte de majorer, donc d'une manière pour majorer cette erreur d'arrondissement. Deuxième source, c'est, et je parlais de ça donc tout à l'heure au début de la séance, l'incertitude expérimentale. Comme j'ai dit, la condition initiale, lorsque nous travaillons sur des modélisations de problèmes concrets liés aux sciences appliquées, que ce soit physique, chimie, biologie ou autres, ou économie, finance et autres, eh ben, cette condition initiale n'est pas donnée avec exactitude, comme un problème mathématique théorique. Non. C'est souvent une condition initiale au vrai sens du terme, c'est-à-dire, je fais une expérience et je regarde l'état initial T0. D'accord? Je prends une mesure. Lorsque je prends une mesure, que ce soit de température, que ce soit de chaleur, c'est la même chose, de température, qu'il soit d'une vitesse initiale, qu'il soit donc le prix d'un cours dans la bourse, par exemple, ben, je considère l'instant initial aujourd'hui, donc je prends une estimation du cours ou du prix de l'action aujourd'hui. Donc, cette condition initiale n'est pas toujours une quantité mathématique exacte qui est donnée. Elle peut être évaluée, elle peut être mesurée ou peut être évaluée. C'est pourquoi on parle d'incertitude expérimentale. Et donc, la valeur que nous utilisons, il y a déjà une erreur par rapport à la valeur exacte. D'accord? Parce que nous faisons des mesures. Les appareils ont des incertitudes, ou bien on fait une approximation. Les approximations engendrent des incertitudes ou bien des erreurs. Donc, ce sont deux sources d'erreurs. C'est que réellement, on n'utilise pas la valeur exacte qui est x0, mais on utilise une valeur x0 til qui est mesurée d'une manière expérimentale ou qui est évaluée avec une hypothèse donnée ou qui est voilà, évaluée suite à un calcul antérieur. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc l'erreur, on va dire ici, bon, au lieu d'erreur, on va dire incertitude expérimentale, mais c'est une erreur aussi parce qu'il y a une différence. Donc, la question qui, ou le schéma qu'il faut voir est le suivant. Bon, nous avons la situation exacte, nous ne parlons pas ici des valeurs exactes parce que nous n'avons pas d'outils. Nous avons le schéma. Notre schéma de calcul. Nous avons x0, on va calculer x1. Sont des valeurs qui représentent des approximations. Je peux noter ici xt0, xt1, ainsi de suite. Ces valeurs-là sont des valeurs approchées de ces valeurs-là, évidemment. Mais même ces valeurs-là, elles ne sont pas exactes. Dans la réalité, dans les cas pratiques, on ne va pas les utiliser. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, x1 égale 1 tiers, la machine va traiter ça comme 0, 3, 3, 3, un certain nombre. Donc, x0, c'est la valeur initiale. Je vais l'évaluer d'une manière expérimentale ou suite à des hypothèses ou avec une simulation. Donc, je vais commencer par x0 tilde. Et x0 tilde va donner lieu à x1 tilde. Et x1 tilde va donner lieu à d'autres valeurs. Regardez donc ici. Nous avons ici une première approximation théorique et une deuxième approximation. Ce ne sont pas des approximations, mais on va dire des valeurs différentes ici, liées aux conditions de calcul. L'erreur initiale, l'incertitude initiale, les erreurs de calcul d'arrondi, et ainsi de suite. Maintenant, qui va nous dire que ces résultats seront aussi fiables pour évaluer ces résultats? Voilà. Si le schéma est stable avec la définition que nous avons définie, là, on peut dire oui, il n'y a pas de problème. La méthode, même avec ses erreurs de différentes sources, d'arrondi, de machines, de valeurs initiales et tout, ben, les valeurs que je vais calculer vont constituer toujours
une approximation ou des approximations acceptables des valeurs exactes. Mais si le schéma est peu stable, là, on aura un problème. Pourquoi? Parce qu'une toute petite variation de valeur, x0 tilde ou bien x1 tilde par rapport à x0, x1, va engendrer un impact plus important sur le niveau suivant. Regardez comment ça risque de devenir. J'ai ici une petite variation, une toute petite par rapport à celle-là. D'accord? Une variation y0 si je veux. Elle est très contrôlée, elle est une valeur qui est toute petite. Si le schéma est plus stable, l'impact de cette erreur sur le rang suivant va être plus important. C'est ε1 si vous voulez. Mais là, j'ai déjà, ici c'était une variation toute petite et pourtant elle a engendré donc un impact plus important. Maintenant, si je vais encore recalculer l'autre valeur avec un impact, c'est-à-dire l'erreur, avec une erreur plus importante, ici, l'erreur va devenir encore plus importante. Et au bout de quelques itérations, ça y est, la méthode, le schéma ne va plus me donner des valeurs qui sont acceptables qu'on va le rapprocher. D'accord? Ça, c'est le schéma, il est peu stable ou il y a un problème de stabilité dans ce schéma. Donc, cette notion de stabilité, elle gère ces éléments-là. L'objectif, c'est quoi? C'est de maîtriser tout genre d'erreurs. C'est que les erreurs, on ne peut pas les éviter dans les méthodes numériques et dans les calculs numériques et l'analyse numérique en général. Mais notre souci, c'est de vérifier que notre méthode est une méthode qui est stable, c'est-à-dire qu'elle peut maîtriser donc ce genre de situation. Bien, voilà. Donc, c'est-à-dire, à la fin, une méthode est stable si il nous permet de dire si à la fin, la dernière valeur, xn moins, x grand n moins x tilde grand n, la perturbation à ce niveau-là, provoquée par une faible ou une petite perturbation initiale, reste toujours faible. D'accord? Même si qu'à chaque fois, il y a des erreurs d'arrondi, de calcul et tout, je pars d'une perturbation ou d'une petite variation qui est très contrôlée au début, j'ajoute les erreurs de calcul, d'arrondi et tout, et à la fin, j'ai la différence, il est aussi faible, il est contrôlé. C'est la stabilité. Sinon, c'est une méthode qui est un schéma qui est peu stable. Donc, un schéma stable, c'est la définition. Je vais écrire deux, en fait, suites, xn plus 1 et xn, une suite xn définie par un schéma numérique habituel, et un schéma perturbé, on peut dire ça comme ça. Un schéma perturbé, c'est que j'ajoute une quantité à chaque niveau, c'est la quantité epsilon n. D'accord? Au rang 0, c'est l'erreur d'incertitude expérimentale initiale. Au rang 1, c'est le cumul de l'incertitude initiale plus l'arrondi au niveau 1. Au niveau 2, c'est l'incertitude initiale plus l'arrondi 1 plus l'arrondi 2 et ainsi de suite. Donc, je note cette différence un petit peu comme epsilon n. Donc, on dit que je vais dire que ce schéma est stable si je peux majorer l'écart le plus important. Regardez, max de xn moins x tilde n entre 0 et grand n. C'est l'écart entre les deux valeurs définies par les deux suites, le schéma numérique et le schéma numérique perturbé. D'accord? Avec x tilde. D'accord? L'écart le plus important, le max des écarts, l'écart le plus important, il est contrôlé par x0 moins x tilde, l'écart initial, la perturbation initiale, et la somme des erreurs à chaque niveau. C'est-à-dire, si je prends les epsilon n qui sont très contrôlés, c'est-à-dire des valeurs qui sont très petites,
Et si x tilde est aussi proche de x0, m c'est une constante, donc il existe, à déterminer. Ben, si je prends tous ces éléments-là, les epsilon n sont très contrôlés, donc des valeurs qui restent petites, x0 moins x tilde est aussi une valeur maîtrisée et petite, ben, tout ça je multiplie par n, ben, ça veut dire que l'écart reste contrôlé. L'écart entre le plus grand écart, xn moins x tilde n, reste contrôlé. Ça, c'est la définition, encore une fois, théorique. Bien sûr, nous allons voir comment est-ce qu'il y a des méthodes qui sont des critères pratiques pour déterminer et parler de la stabilité.